Aujourd'hui, on fait une petite interview en deux parties sur les deux porteurs de projets. Enfin, il y en a d'autres, mais bon, les principaux porteur de projet de la ferme du Perche en France. Je connais Baptiste Saunier depuis quelques années. Il est allé se former d'abord au Bec et Loin et puis il est allé se former chez Jean-Martin Fortier et chez Elliott Coleman outre-Atlantique. Et c'est quelqu'un qui a appris une forme d'efficacité et de productivité qui est hyper efficace dans le cadre du maraîchage bio-intensif et par extension permaculture et agroécologie. Je trouve ça vraiment intéressant de comprendre qu'en fait, le fait de faire du design, mais aussi du design, c'est des tableaux Excel, c'est de la logistique, c'est des roulements, ce sont des programmes et de la stratégie. Ça permet d'avoir une rentabilité et un rendement qui sont vraiment supérieurs. Il y a Tom aussi qui est le propriétaire, ils vont se présenter. Et voilà, je crois que c'est vraiment pour moi une façon de révolutionnaire, pas révolutionnaire, mais peut-être celle qu'on devrait adopter le plus rapidement possible pour sortir un peu le maraîchage de l'ornière. Alors ici, attention, on est sur un maraîchage bien intensif sur petite surface, c'est-à-dire entre 8000 m² et 1 hectare à peu près, sur des planches qui sont standardisées, mais ça vous allez voir. Et donc c'est pas, voilà, c'est une méthode particulière qui permet un équilibre financier et économique sur l'espace qu'on occupe par rapport à ce qu'on produit, par rapport à ce qu'on a comme frais, comme investissement et comme turnover, comme payroll. Et voilà, c'est pas forcément pour ça que c'est meilleur qu'autre chose, etc. Comme toujours, comme d'habitude, c'est une vision. Et, mais je crois qu'elle est très pertinente et je pense qu'on devrait vraiment s'y pencher. Donc voilà, pour moi, c'est une référence et je suis très heureux de pouvoir participer à ça aujourd'hui et de vous le montrer en... Voilà, écoutez, bonne vision, à tout de suite. Yes, du coup moi je m'appelle Tom, donc je suis le fondateur et le gérant d'une ferme du Perche. Donc cette ferme elle a été créée en 2018 par mon papa et moi. Voilà, on a été rejoint dans l'aventure par Jean-Martin Fortier qui nous conseille et qui nous aide pour faire un petit peu de cette ferme sa vitrine en France. Voilà. Et donc là on est avec Baptiste qui nous a rejoint cette saison pour nous aider à passer un palier dans l'efficacité à la ferme. Donc voilà, je vais le laisser se présenter. Donc moi, Baptiste, ancien restaurateur parisien. Et je suis en conversion depuis 2015. Et j'ai eu la chance d'aller me former 1 an et demi à la ferme du Bec et Loin. Passer chez nos deux pionniers du maraîchage bio-intensif, Elliott Coleman et Jean-Martin Fortier. Et puis j'ai conçu en suivant les jardins potagers de Chambord. Et j'ai rejoint Tom là, depuis février pour passer justement ce palier financier et cette organisation et formation de l'équipe. Voilà. Et en fait, tous les lundis, on va être en serre. Tous les mardis et vendredis, on va être en récolte. Tous les mercredis et samedis, il va y avoir marché ou livraison. Et donc, il nous reste le mercredi, jeudi, pour faire les implantations, le désherbage et la pépinière. Et sauf s'il y a un grosse pluie, grosse grêle, on va changer avec la serre. Autrement, on sait tout ce qui se passe ici. Avec la température, la météo. Donc là, en ce moment, on ne la met pas parce que c'est canicule. Donc on oublie. Mais on se donne des points météo. Et puis, ce qu'on veut sur ce tableau-là, c'est surtout la volumétrie de travail avec 12 planches de transplant et 18 planches de semi-direct.
Là, on ne veut pas savoir qu'est-ce qu'on va faire, on veut savoir combien de travail on va avoir à faire. Tomates, ferti, tutorage, écoumandage et feuillage. Donc voilà, on veut savoir les grosses masses et on veut que la grosse picture soit au tableau. Comme ça, toute l'équipe est au courant. On est en gestion participative, c'est-à-dire que chaque personne de l'équipe a une responsabilité. Donc ça va être soit la récolte, soit la pépinière, la serre, l'irrigation. C'est une responsabilité tournante ou c'est permanent? Non, ben, lundi par exemple, ça va être Vanessa et Tom, les responsables de serre. C'est eux qui managent Ouais, l'équipe. c'est ça, là, t'as le. On va montrer à Paul. Donc voilà, chacun a des rôles. Ils sont en binôme, comme ça on peut avoir des vacances. Voilà. Vacances, week-end, maladie. Si le numéro 1 n'est pas là, le numéro 2 il prend la place. Bah, tu peux juste être malade. Le numéro 1 d'autre chose. Tout le monde a un numéro 1. Okay, Les anciens ont un numéro 1 plus important, la serre, la récolte. Les numéros 1 des herbages, fertilisation, ça va être les premières années. Mais les jeunes, les nouveaux, ils sont numéro 2 d'un poste fort. Donc si le numéro 1 part en vacances, c'est relayé. Voilà. Donc évidemment. Le but de tout ça, excuse-moi, c'est l'efficacité économique et c'est aussi de travailler le moins possible. Parce qu'on travaille 7 heures par jour. Et donc par exemple, une des philosophies de ça, c'est de le faire le vendredi. Comme ça on peut partir en week-end tranquillou, quoi. Ouais. La tête reposée. Il y a quand même une permanence de week-end, je suppose, en cas d'ouverture de serre, orage. Il y a marché, et puis après il y a ce qu'on appelle les routines. Donc tu vois, les routines vont être tournantes, et ça on va en parler, mais tu as la routine checklist et la week-end checklist. On va dire tout ce qu'il y a à faire. Ouvrir les tunnels, fermer les tunnels, gérer la serre, irriguer. Ouais. En fait, là c'est la grosse masse, le tableau blanc, et après le cerveau il est sur le tableau en liège. C'est-à-dire que tu as la cartographie des jardins, tu as le pilotage d'irrigation, le pilotage des implantations, semi-direct, transplant, fertilisation, engrais verts, bâchage, fauche, etc. La routine, j'ouvre, je ferme les tunnels, j'ouvre, je ferme la serre, je vais récolter les concombres, les courgettes en été. Et ce qu'il y a à faire le week-end, la volumétrie de travail par semaine, 12, 13, 14, donc on sait quand on a nos pics de production. Donc tu vois, après un pic, on va essayer d'avoir un creux. Ça, c'est prévisionnel ou c'est… C'est prévisionnel. Donc c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de standard? Là, on a semaine 14-15, on est en semaine de mars. Il y a les tomates, tu vois. Donc là, il y a tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons qui arrivent. Après, on prévoit un creux, parce que pendant 6 ou 8 semaines, on a bombardé. Le désherbage arrive, donc on sait aussi nos temps forts. C'est-à-dire que là, on sait que là, le désherbage, on arrive en juin, va exploser. Donc, il faut qu'on calme parce qu'il faut entretenir les jardins. Donc, en fait, la stratégie, on l'a fait en hiver. C'est entre 5 et 7 jours de stratégie où, théoriquement, on va dire que ça se passe bien et après, on ajuste. Voilà. Excel niveau 100. Oui, parce que bon, tu fais un retard de pouce, donc tu dois décaler ton pic d'une semaine, des trucs comme ça, donc tu ajustes. Mais ça, c'est un standard. Oui, mais ta pépinière va plus vite parce que tu as 2 canicules. Après, tu adaptes en fonction, mais en fait, on dit qu'on peut changer un plan qui existe. Voilà. Si tu n'as pas de plan, c'est quand même difficile de le changer. Mais tu vois, l'idée, la philosophie derrière ça, c'est de tout prévoir pour pouvoir être plus efficace et travailler plus efficacement finalement. Ouais. Comme ça, tu vois, nous, en ce moment, on fait 8h30, bon, parfois 7h30, 16h30. Donc ça va, tu vois, on a quand même du temps pour nous, pour nos familles, pour faire autre chose que la ferme. Par contre, les 7 heures, elles sont intenses. Et on préfère le faire intensif, c'est le deal, c'est-à-dire que tu fais de façon intensive. C'est pour ça qu'on appelle ça le maraîchage bio-intensif aussi. C'est densifier sur la planche de culture, mais c'est aussi densifier dans ton activité pour te permettre d'aller à la pêche, aller chercher des enfants, aller boire des coups avec des potes, aller au cinéma, lire un bouquin. Mais on s'interdit de faire plus de 8h, 9h, sauf cas exceptionnel. Il y a la serre à sauver. On a fait une fois plus de 10 heures cette saison, une seule fois. Voilà. Et on est aux 35 heures et ça tient. C'est-à-dire qu'on prend les heures en amont. Lissé sur l'année. Ouais, tu vois, sur l'année. Il y a des pics aussi. Tu es à 35 heures sur ta semaine de 5 jours et puis après tu as des astreintes ou des marchés, donc tu es plus à 40 heures, mais tu récupères toutes ces heures-là en hiver dues à la saisonnalité de l'activité. Non, c'est pas des heures sup. C'est annualisé, tu prends en amont, en aval de la saison, tu l'amènes sur ton pic. Et même là, tu vas travailler jusqu'à 5.
si tu fais 2 marchés dans ta semaine, tu vas faire quasiment jusqu'à 56 heures, mais ça reste pas de l'agriculture comme on a connu à 70 ou 80 heures par semaine. Ça reste 56 heures max. Et après, effectivement, tu récupères. Mais non, mais après, tu sais, c'est dans n'importe quelle entreprise. Enfin, les semainiers, tous ces trucs-là, dans n'importe quelle boîte qui grossit, tu mets ça en place. Donc, Mais c'est quand c'est même pas, assez connu, tu vois, comme truc. c'est pas comparable avec ce qu'on connaît traditionnellement, parce que nous, on est sur 1 hectare, on est 6 ETP, compris la vente, etc., la logistique. Donc, c'est un modèle qui est vraiment très particulier. Oui, en même temps, ça correspond à ce qu'en non mécanisé, tu peux faire plus ou moins une personne et demie. Oui, c'est ça. Par rapport au volume, enfin la superficie et le nombre de personnes que vous êtes. Sauf que la mutualisation vous permet de lisser les trucs. Non, et en plus, c'est Ouais, mais tu compliqué. peux, en vrai, à partir de 2 personnes, je pense que ce genre de modèle fonctionne. Et puis, même si tu es tout seul, si tu mets en place ce genre de stratégie, je pense que ça peut être payant pour ta ferme. Le seul truc qui est compliqué, je trouve, à être tout seul, c'est quand tu as des fils anti-insectes, Ah oui, oui, c'est tu sûr. as tes bâches à mettre. En fait, à 2, je pense que c'est là où 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3, c'est ça. Ouais, donc ça en fait on était un peu frustrés parce qu'en fait on parle tout le temps de la production dans une ferme, alors que c'est pour moi la moitié du travail. L'autre moitié c'est l'administratif, la communication, le service client, etc., etc. Et cetera. Et donc bah, on a décidé de faire un semainier aussi pour ça, pour aussi que les équipes voient notre travail à nous les gérants. Ça marche plutôt bien. Donc vous êtes 6 sur le terrain, vous êtes 6 avec les gérants. On est 6, compris le temps d'administratif, communication, vente. 6 ETP avec le gérant. Donc c'est tout compris. Après, je dirais que la gestion, tout ça, la vente, tous ces trucs-là, ça doit nous prendre 2 jours équivalent une personne par semaine, quoi. On a 2 AMAP, donc ça fait 100 paniers. Ensuite, on a une vingtaine de restaurants et on a 4 marchés et on va livrer à Paris. Donc tu as quand même une logistique qui est assez énervée, parce qu'en fait, tu vois, là, on va faire sûrement 230 000 euros, voire peut-être 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, les 100 000 premiers euros, bah, ils sont faciles à obtenir parce que tu vois, tu vas faire ça en local. Mais si tu veux grossir, tu n'as pas assez de débouchés en local et donc tu dois complexifier ton système. Et donc c'est aussi pour ça que ça prend autant de temps. Et pour finaliser ici, donc en fait, on fait ce qu'on appelle le plan de match de production. Donc en fait, tout le jeu, c'est de jouer entre le temps et l'espace. Donc on est sur petite surface. Et en fait, on va avoir tout un tableau en amont, un calendrier qui va dans lequel on va rentrer en fait toutes les séquences de l'année, toutes les cultures, qu'on va après répertorier sur une cartographie où là on a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Puis le nombre de planches, 1, 2, 3, donc c'est jardin de 10 planches. Tous les jardins font la même taille. Et en fait, après, bah, l'idée, c'est comme tout est standardisé, on va essayer de faire entrer le maximum de petits carrés pour utiliser des fois 3 successions dans l'année par espace. Et après, Je crois que c'est ça, ouais. comme on produit plus de 50 légumes et plus de 150 variétés, on crée des acronymes. Donc, par exemple, en violet, il y a le BOF, donc c'est le betterave, oignon, fenouil. Et donc, betterave, oignon, fenouil vont avoir le même temps d'occupation au champ, le même besoin en fertilisation, le même besoin en eau. Ils vont être transplantés. Et si je prends le RRV, le radis, rabiole, c'est les petits navets blancs japonais et les verdurettes, donc les moutardes, c'est semé directement. C'est des crucifères, donc ça doit être protégé avec un filet contre l'altise. C'est le même besoin en fertilisation, le même besoin en eau. Donc on va regrouper comme ça. C'est basé sur l'itinéraire technique, mais pas sur la succession. En fait, on va les regrouper par rapport à leurs caractéristiques et leur temps d'occupation au champ. Et pour nous, c'est plus facile, c'est-à-dire qu'on dit on fertilise BOF, on fertilise PAX, on fertilise RRV, plutôt que de se dire radis, rabiole. Autrement, on penserait 50 éléments, alors que là, on pense 10 éléments. Et c'est surtout que nous, on veut toujours des approvisionnements constants pour les clients et surtout des calibres. On ne veut pas de la grosse carotte, on veut toujours la carotte fraîche. Et donc, on va faire 12, 13, 14 générations de carottes ou 12, 13 générations de bof. Et c'est pour ça qu'on va avoir plein de carrés violets, tu vois, ou les carottes en orange. Et évidemment, les carrés ont une couleur qui vont nous faire penser à la typicité de légumes. Comme ça, nous, on sait que violet, c'est betterave, oignon, fenouil. Après, si tu veux, pour les rotations, c'est aussi simple parce que vu que tu as ton plan, en fait, au fur et à mesure, ta commercialisation et ta production, elles sont rodées, tu vois.
Et donc du coup, tu as toujours les mêmes jardins, tu as toujours les mêmes typologies de jardins. Donc il suffit de les décaler tous les ans et tu peux faire tes rotations comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas un truc que nous on fait parce qu'on n'est que à la 3e saison. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de s'embêter, on n'a pas de problème lié aux rotations. Quoique qu'on a eu le premier problème cette année avec les échalotes là en bas. Donc il va falloir qu'on s'y mette, mais c'est pas notre priorité absolue quoi. Mais on sait qu'on va pouvoir le faire tranquillement. Et après, pour aller plus loin, donc, chaque élément de la ferme, donc les lignes d'irrigation, les filets anti-insectes, les bâches noires, sont tous de la taille des jardins. Donc peuvent aller dans n'importe quel élément du jardin. On n'a pas à se dire, tiens, c'est une ligne de 12 mètres, une ligne de 24 mètres. Ça, c'est standardisé. Et la planche, donc, il va faire 80 cm par 24 mètres. Donc ça devient le substrat pour faire pousser les légumes, mais c'est pour nous une unité de mesure. C'est-à-dire qu'on sait que sur une planche de 24 mètres, on va pouvoir récolter 180 bottes de carottes, implanter 450 fenouilles. Et donc en fonction de ça, on va faire un budget planeur en début de saison. On sait qu'avec le nombre de cultures qu'on fait, on peut faire tant de chiffre d'affaires. Donc on va dimensionner la chambre froide, le camion, la masse salariale, la fertilisation, le consommable de production. Et tout ça, c'est dimensionné en fonction de notre capacité de produire au champ. Mais tout est millimétré en avance. Voilà. Et c'est comme ça que Tom peut dire, voilà, cette année, il me faut 6 ETP parce que je vais chercher 230 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Bah voilà, tu vois, donc là, ça, c'est un jardin typique de la ferme. Donc il y a 10 planches. Là, il y en a 4 il y en a 2 qui sont à nu. Enfin, on va mettre un semis dedans. 2 à côté qui sont haricots. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont en mesclin. Et donc ça te fait 10 planches. Voilà, donc tous les jardins sont comme ça, tu vois. Donc là, c'est sympa comme exemple parce que, bah, tu vois, là, il est en train de filmer des cultures qui sont sous goutte à goutte. Ah non, ils sont pas sur goutte à goutte, j'ai de la merde. L'asperceur. L'asperceur, ouais. Ils sont sur aspersion, ouais. J'ai cru que c'était goutte à goutte à cause de la bâche tissée. Mais donc bref, tu peux soit mettre une ligne d'aspersion et des lignes de goutte à goutte, ou l'inverse, ou 2 aspersions, ou que des gouttes à goutte. C'est très simple parce que tout le système est interchangeable. Donc c'est voilà, n'importe qui peut le faire en n'ayant aucune expérience en Ouais, agriculture. chaque jardin a son départ d'irrigation, chaque jardin a son tuyau jaune. Ouais. Et après, chaque jardin est composé de 2 lignes d'asperceurs où tu peux mettre tout le jardin en goutte à goutte. C'est du 1 pouce ou du 3 quarts là? C'est du 3 quarts. Euh, C'est du 25. oui, c'est Alors du là, tu 25. nous poses des questions Ouais. de designer de ferme. Là, c'est du... Là, t'as dit un Non, pouce, t'es là, du t'as dit 25. C'est un T'es du tuyau. 25. Ouais, non, mais Tu dois être non, en parce que t'as le déconne. débit qui change donc. Là, t'es 25, 28. Vous faites de l'aspersion et quelle est la raison pour laquelle vous faites de l'aspersion? Bah, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. C'est plus facile. Oui. En fait, on va garder en goutte à goutte ce qui est sous bâche tissée en culture longue et qui n'aime pas l'eau. Tu vois, typiquement, tout ce qui craint l'odium, voilà, les tomates, ça va être... mais tu vois, style le kale, le céleri branche, la bêta-carte qui va rester la saison, qu'on conduit comme une vivace, ou le basilic qui est assujetti au milieu, tout ça, on va les mettre en goutte à goutte. Mais en fait, il faut vraiment que la culture ait besoin que ce soit en goutte à goutte, d'une question sanitaire, autrement c'est... Mais tu vois, les légumes, ils préfèrent l'aspersion parce que ça reproduit la pluie, tu vois, Ouais. c'est mieux, c'est un meilleur arrosage. Après, bien sûr, avec ce qui se passe, on se pose toujours des questions d'écologie. Il y a quand même plus d'évapotranspiration, donc on essaie d'arroser plutôt en matinée tôt ou le soir tard. Et si un jour on doit arrêter parce qu'il y a des crises d'eau, on sera capable de le faire. Mais en tout cas, la plante, elle préfère ça. Donc c'est ça qu'on le fait. Vous travaillez pas avec des programmateurs? Si, là, tu vois, là, c'en est un là, qui est Ok. en train de se Je lancer. te donne un ici, là. Ok. En fait, Là, tout vous n'a veillez- pas un vous programmateur. veillez de nuit alors sur programmateur. Hein? Bon, si c'est plus sur programmateur. Ouais, mais comme tu ça, veux éviter de nuit parce qu'en fait, ta plante, la nuit, elle va rester toujours humide. Oui, t'as raison. Et donc, nous, on arrose plutôt le matin. Ce qui est en programmateur, c'est pour les semis directs. C'est ce qui va c'est ce qui va demander 7 à 8 fréquences d'arrosage par jour sur des petites quantités pour la période de germination levée. Et après, c'est manuel. Donc, on a un pilotage. Une fois par semaine, le responsable d'irrigation va faire le tour des jardins, va gouger, va regarder l'état d'humidité du sol et va adapter en fonction d'une charte des cultures qui existe. Là, on va s'adapter au climat, quoi. Mais tu vois, on pourrait mettre tout en automatisé, mais on ne désire pas faire ça parce qu'on veut que la personne, elle soit formée et qu'elle irrigue par rapport à l'état du sol et pas par rapport à un programme, quoi. Faut qu'elle soit capable de Quand c'est voir. automatisé, après tu te dis merde, ça ne devait pas démarrer finalement. C'est un peu... Oui, Bah, souvent ça arrive. C'est Ouais. ça, mais regarde, la semaine dernière, il faisait quasiment 40 degrés. Ouais. Et là, on est revenu sur des 20-22. Ouais,
Donc en fait, si tu le fais. Mais tu as des détecteurs d'humidité du sol et tout dans les automatisations aussi. Hein. Alors, nous, ça va Ah bon, beaucoup ça. trop loin. Là, c'est des petits robots qui vont gérer les germinations levées pour les semis directs. Là, tu ne vas pas venir 7 fois par jour ouvrir ta vanne, fermer ta vanne. Après, on a ce pilotage que vous avez vu sur le tableau en liège qui va dire que le bof, il est à 3 étapes. Donc, premier à 15e jour, 15e à 30e et fin de culture. Donc ça, c'est une charte qui est écrite. Et puis en fonction de la saison, automne, printemps, été et de la température, eh ben, la personne qui est en charge d'irrigation, elle va décider si c'est 10 ou 15 minutes, tu vois, le cycle. Voilà. Mais elle a déjà son plan de route. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de vraie connaissance en irrigation est capable avec ce plan de match d'irrigation de s'acquérir de la mission et de suivre. Autrement, tu ne pourrais pas dire à une personne, tiens, tu connais rien à l'irrigation, hop, il y a là, vas-y, tu vois. Donc, on est d'accord qu'on est sur du coup 12 par 24, c'est ça? Là, on est 12 par 24 de 300. Ouais, ouais. Bah, une planche, tu vois, en fait, c'est un standard de 75 cm. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, les maraîchers traditionnels, entre guillemets, ils vont travailler sur des planches de 1,20 m pour faire passer leur tracteur. Mais nous, vu qu'on n'utilise pas de tracteur, bah, on est capable de densifier beaucoup plus les cultures et c'est pour ça qu'on arrive à des productions aussi élevées sur 1 hectare. Et en fait, c'est pas mal aussi pour l'ergonomie parce qu'en maraîchage, tu as quand même si tu as des tracteurs et tout, tu as une grosse partie du travail qui est faite à la main. Enfin, typiquement, les récoltes, tu peux pas les faire, tu peux pas tout mécaniser. Donc là, c'est chouette parce que tu vois, tu arrives ici. C'est du mesclin ça ou Ouais. Ouais, c'est du mesclin, ouais. Qui va faire Et donc des tu vois, herbages. bah là par exemple, je désherbe mon mesclin, bah je peux arriver jusqu'à là, tu vois, et puis après je vais aller de l'autre côté. Bah tu vois là c'est 45 cm un passe-pied, donc tu fais 45 sur 75, c'est même plus que ça. Hein. Mais je veux dire en proportion, tu vois, ça fait quand même beaucoup le passe-pied. Hein. Moi je sais pas pourquoi ils Non. font 45, c'est une bonne... Vas-y. Ah bah allez, devinez. Il y a un truc évident. Qu'est-ce qu'on fait le plus à ce moment de la saison? C'est quoi l'activité qu'on fait le plus? En récolte? Ouais. Ah parce que c'est les bacs de récolte? De 600 par 400. Ah ouais. Oui, les renormes quoi. Donc ça a été fait parce que la largeur fait 40. Fait 400 et donc du coup ça laisse 2,5 de chaque côté. C'est pas trop problématique quand tu as des cultures qui sont assez hautes et larges. Là on y va en bouquet. Oui, On n'y va pas avec la c'est caisse. pas du tout la même chose. Non. Et par contre, là, ce qu'on disait, c'est, tu vois, les générations, tu as des haricots là qui descendent, et après, plus loin là-bas, tu as des plus petits, et puis là, tu en as qui viennent d'être semés. Et donc, toutes les 2 semaines, on va semer des haricots. Comme ça, il y a toujours, je crois que c'est 60 kg d'haricots par semaine, plus. Il y a 60 kg d'haricots chaque semaine de disponibles. Ouais, parce que Qui arrive, sur une planche, t'as 60 kg, ouais, je crois. Alors là, sur les haricots verts, en fait, c'est des haricots que tu récoltes sur table. Donc tu vas arracher carrément le pied, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous à maturité au même moment. D'accord, ok. Et on T'arraches arrache tout, tout, d'accord. tu vois, et tout est arrivé quasiment au même moment, puis on va sur table voilà. Donc là, t'arraches ce que tu fais en bouquet, t'arraches Bah, le après, pied. je vais faire ça, et je vais faire à l'ombre et sur table, où je suis pas avec ma besace à l'ancienne, quoi. Et pour compléter ce que disait Tom sur les planches, la dimension a été faite aussi par rapport à tous les outils. Donc tous les outils ont été standardisés. Donc les semoirs sont adaptés pour les planches de 80, le désherbage, les pyrodésherbeurs, les râteaux, la grelinette. C'est-à-dire que tous nos outils sont adaptés à ces planches de 80. Donc c'est devenu un standard finalement international. Mais un peu alternatif quand même par rapport au Alternatif, standard complètement. Ah ouais, d'un carrément. mètre 20. Alors en fait c'est des tunnels chenilles, tu vois, un peu comme bah, toujours hein, ce que fait Jean-Martin. Ouais. Et donc Parce ce qui est que chouette, moi je suis toujours plutôt serre permanente. bah en fait ce qui est bien c'est que tu peux les bouger si tu as envie de les bouger, mais au final dans la pratique on les bouge pas tant que ça. Ouais. Parce que ça on s'en sert beaucoup pour faire des primeurs et pour faire des cultures d'été, bah, typiquement le melon, qui a besoin d'un toit, tu vois, qui a besoin de pas se faire prendre la flotte et tout ça. Et donc ce qui est bien avec ces trucs là c'est surtout le coût de la structure qui coûte très peu cher. Ça c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de cultiver entre novembre et avril. Et donc tout dehors tu vois ça va être en engrais vert et tout ça. D'où l'intérêt de bouger les tunnels, tu vois peut-être qu'un jour on les bougera tous en même temps pour que bah, ça régénère le sol etc. Que ce soit pas tout le temps aseptisé comme truc. Mais donc ce sera jamais vide quoi, il y a toujours une culture sous ces trucs là. En fait, il y a un qui fait ce choix-là. parce qu'un tunnel comme ça, c'est 3000 €, c'est ça? Non, c'est 600 €. Ah, 600 €. Pour Ah ouais, tout le putain. tunnel, Ouais. Ouais. La bâche.
Ouais, alors c'était 600 € avant l'inflation, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être Ok. 800 euros. Ah, Tout putain, le mais moi, ah oui, d'accord, donc ça vaut vachement le coup. Parce qu'en fait, si tu veux, là, tu vas avoir des cultures qui vont nous permettre d'aller jusqu'à novembre-décembre. Et après, tu relais pour des primeurs. Ouais. Et après, tu relais avec des cultures comme tomates au plein champ, aubergines, poivrons en bas, melon, pastèque. Alors tomate plein champ, on a eu beaucoup de mal. Tu le verras d'ailleurs juste là. Mais aubergine, poivron, il faut mettre du travail dedans. Donc on va continuer à le faire, mais on va pas en mettre plus. Par contre, melon, c'est Bingo. génial. Parce que pas de travail, demande exponentielle des gens, tu vois, les gens Ouais, veulent ouais. ça, c'est fou. Donc là, le fameux betterave, oignon, fenouil. Et dans différents endroits de la ferme, tu vas les avoir à différents stades de maturité. En bas, ils sont prêts à récolter. Là, ils sont au stade intermédiaire. Et là-bas, on va avoir un tout jeune transplant. Et de carottes, c'est pareil. Tu vois, on a un semis de carottes qui est là-bas, qui est fraîchement fait. Là-bas, tu as des carottes prêtes à récolter. Et donc, tu as toujours pas mis le filet. Hein. J'ai eu 2 fois. J'ai eu 2 fois. À l'équipe? Ouais. Ah mais je te dis, hein, il faut le dire tous les. Ça c'est les petites fraises, ouais, c'est Vous un avez quand bon même des succès chapelles, aussi. quoi. Comment? Vous avez quand même des Ah oui. chapelles. Alors mais oui, mais tu vois, on aurait pu faire le choix de rajouter une trichapelle ou une serre normale, mais en fait ça aurait boosté notre masse salariale parce que du coup on aurait dû faire des tomates et ce genre de trucs, tu vois. Et nous on a assez de tomates, on a assez de culture en serre, donc on préfère avoir des petits tunnels, comme ça on fait primeur melon, et voilà quoi, c'est chouette. Ben, la serre te demande du gros travail. Alors que les tunnels, aubergines, pastèques, melons, une fois qu'on a mis les bâches tissées, les gouttes à gouttes, les bâches tissées, qu'on a mis les infrastructures de tutorage, on va intervenir 1 fois ou 2 fois pour un effeuillage. Et pastèque melon, on ne fait rien. Donc chaque planche a ses départs de gouttes à gouttes qui sont là. Donc les aubergines partent sur 2 rangs avec une structure de tutorage métallique. Et peut-être que ici va arriver un semis de radis, navets et verdurette pour préparer l'hiver. Mhm. Donc tu vas changer les deux. Et ben dans ce cas-là, on va mettre une ligne d'irrigation. Donc c'est plus les grands gicleurs comme ça, c'est des gicleurs de 50 cm plus bas pour Non mais arroser. après voilà, on va pas se mentir, le boulot il est monstrueux. Tous les jours on déplace, tu sais, juste pour vendre des légumes sur un marché, il faut porter une tonne de légumes, tu vois, c'est du délire. Donc, mais ce qui est bien, c'est que là il y a la force du groupe, tu vois. Au lieu de faire ça tout seul, bah, on arrive, on est 8, on le fait quoi. On se voit avancer aussi. Je te montre parce que là il y a le tas de compost. Donc ça c'est vraiment notre matière organique. On balance du compost et puis ensuite on a tourteau de ricin. Et fiente de volaille, mais ça on te montrera dans l'atelier là-bas. Fini. Ouais, parce que des fois il y a compost, et pour trouver un compost. Non mais quand il y a de l'ammoniac, c'est qu'il est frais. Maintenant on va le chercher quand même En pleine à forme de 50 compostage. km, Oui, tu c'est vois. ça. On ne prend pas à côté quoi. Ouais. Et du coup, vous n'avez pas trop de merde dedans. Non justement parce qu'au départ on avait le compost de déchets verts de la déchetterie, on a retrouvé des piles, l'enfer. Et du coup ça y est on a changé, maintenant on a un Et truc pourquoi clean. pas un fumier composté avec champignons. C'est quelque chose qu'on cheval, pourrait faire. Ouais. Ça c'est plus cher, mais Mais non, c'est pas une question de plus cher, c'est une question de. C'est toujours. Là, c'est 4e année, ça reste en construction. ouais. Et là, Tom voulait réfléchir à une stratégie d'amendement pour l'hiver. Mais tu vois, ça arrive au fur et à mesure. Ouais. Mais Et dis-toi maintenant que ta ferme est en que place- cette année c'est la première année où on met de la fertilisation quoi. Ah ouais. Tu vois, avant on mettait rien. Et c'était une pâture avant. Ouais. Donc il y avait déjà une base quoi. Bah oui, mais quand tu vois la différence des tomates là en serre cette année par rapport à l'année d'avant, même s'il y a d'autres techniques qui ont fait que, Putain, elle pousse, la tomate. bah ouais, mais tu vois ça c'est la fertilisation quoi, il n'y a pas de secret. Et pareil dehors, tu vois la pousse des trucs, ça n'a Ouais, rien à voir. Donc c'est fertilisation et T'as technicité. 2,50 m de tomates. fertilisation et technicité, voilà. Mais tu vois même ça là, les aubergines en 4 têtes là, c'est du délire le truc, ça, c'est un arbre. Enfin regarde les racines du truc quoi. C'est un arbre le machin. Vous laissez les racines dans le sol. Non, là, c'est racines dans le sol. Au maximum, dès que c'est possible, on va laisser les résidus de culture Et donc, en place. Ouais. tu vois, par exemple, les aubergines en tunnel, il y a des fers à béton. Mhm. Et ce qu'on appelle tresser, on va les tresser, on va les prendre ensemble. C'est beaucoup plus grossier. Et là, chaque semaine, on va aller effeuiller pour aller trouver nos fruits de récolte. Et on va tutorer tous les 2-3 semaines notre plan pour l'accompagner. Donc tu vois, c'est beaucoup plus de travail. Les concombres, on est à la 3e génération, donc on est en contreplantation.
on les croise, donc tu as cette génération qui monte, on effeuille au fur et à mesure. Elle finit sa vie à l'horizontale, pendant que l'autre attaque en vertical. Quand elle a fini sa vie en horizontale, on lui envoie une troisième génération en bas. Donc Sur la même année? Non. sur la même année, Sur la même Ouais. année, ouais. ça fait 3 générations. Putain. Ouais, donc là, Ouais. ça fait des... Et tu vois, l'année dernière, nous on faisait pas ça, du coup on se retrouve avec des concombres qui allaient jusqu'en haut, Ouais, qui ouais. étaient moches, qui étaient carencés. Mais C'est c'est-à-dire que compliqué à chaque récolter. semaine, Là, chaque c'est super semaine, économique, quoi. Tu le Ouais. prends. Ah oui, non, là c'est non, mais sympa, ouais. ce chaque truc-là. semaine, on va tutorer, égourmander, effruiter, enlever les vrilles, enlever des feuilles. Pour pas qu'il y ait de maladie, parce que là, comme tu es très, très dense, tu vois, les aubergines, là, c'est tous les 30 cm, alors que dans le tunnel, c'est tous les 50 cm. Et dans le tunnel, c'est une tête, et là, c'est tous les 30 cm, 4 têtes. Donc c'est 4 fois plus dense, même beaucoup plus, c'est même 6 ou 8 ou 10 fois plus dense. Par contre, ça te demande un effeuillage, des interventions chaque semaine pour être sûr de ne pas avoir des maladies. C'est pour l'albédo, vous avez mis le côté blanc ou... Ouais, exactement. En fait, tu as le côté noir en dessous. Ouais. Alors, tu commences en début de saison avec une bâche de solarisation pour capter les calories dans ton sol. Comme ça, quand tu mets tes voiles de forçage, tu as la chaleur pour te défendre du gel. Mhm. Et puis, quand tu arrives avec un sol qui est stable à 20 degrés, donc tu es fin mai, début juin, tu vas mettre donc, la bâche noire qui est en bas, parce qu'elle donne aux micro-organismes ce qu'ils aiment, chaleur, humidité, obscurité. Et le blanc pour que tu aies une homogénéité de lumière dans la serre. Et évidemment, tu le fais pour éviter l'enherbement. Mais après, tu vois, on n'a pas beaucoup parlé de la bâche noire, mais qui est en fait la clé de voûte du système, qui est le truc le plus important dans la ferme. Après, c'est du pétrole et du plastique, donc nous, on n'aime pas trop. Mais ça nous apporte une ergonomie de fou furieux. Ça, en fait, ça nous permet d'avoir un sol qui soit parfait, sans chimie et sans travail de sol. Ça permet à toutes les mauvaises herbes de germer et de mourir automatiquement sous la bâche. Comme a dit Babat, ça garde l'humidité, ça garde la chaleur. Ça fait croire aux vers de terre que c'est la nuit, ils sont tranquilles, il n'y a pas les oiseaux, donc ils vont manger tous les résidus de culture. Donc en fait, c'est paradoxalement le truc le plus écologique qui est dans cette ferme, c'est la bâche plastique noire. Et elle dure 10 ans, au minimum. Ah ouais, tu peux la garder 10 ans comme ça aussi? Alors Alors, ça, Pas en c'est une marchant bâche, dessus. on appelle ça une bâche Pandi Pandi Panda. Panda pour rigoler. Mais non, ça tu la gardes 1 an ou 2. Ouais, Ouais, je disais 2-3 2-3 ans, ans. le grand max, quoi. Non, non, Mais 2, les 3 bâches ans. dehors que tu as vues dehors, là, Oui, les bâches d'ensilage, ça c'est 10 ans. oui. Mais en fait, comme il y a une bâche par jardin, elles ne sont pas déplacées. Donc soit tu vas recouvrir ton jardin, soit tu le mets sur le côté. Donc, en fait, elles sont très peu abîmées. Tes bâches en silage, si elles sont correctement utilisées, elles peuvent durer 10 ans. Donc là, J'en profite pour filmer tu as un plan, c'est que des plans greffés pour les maladies cryptogamiques. Donc là, tu en as un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Et si je suis la liane, là, tu vois, hop, elle va aller ici, 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 elle va remonter. Donc à la fin de la saison, elle peut faire entre 10 à 13 mètres, pas loin. Bah après, tu sais, c'est des tomates, il y en a beaucoup qui sont à croissance indéterminée, donc si tu leur donnes ce qu'elles veulent, elles vont monter tout le temps, hein. Mais en fait, l'idée, c'est un vrai travail sur l'ergonomie. C'est-à-dire que chaque semaine, on va détendre le fil et on va décaler sur la droite. Ce qui fait que nos tomates qui sont mûres, elles sont à hauteur pour récolter. Et en fait, toutes les tomates, je vais les décaler sur la droite. Et là, regarde, tu vois ton plan, il est là. Toc, et à la fin, il part et il va dans l'autre sens. Ok. Et donc, là, tu vois le nombre de grappes. En fait, c'est quasiment partout, il y a une entaille. Je ne sais pas combien il y a eu de grappes qui ont été déjà coupées. Tu vois, là, c'est une grappe. Là, c'est des feuilles. Là, c'est. Bon, je le vois. Bon, là, tu as une grappe. Toutes les semaines, tutorage et gourmandage En et fonction feuillage. du feu, quoi, tu vois. Parfois on est en retard, donc. Le pic, ça a été 1,6 tonne à la semaine sur 200 mètres carrés. Quoi? 1,6 tonne de tomates, ouais, sur 200 mètres carrés. Net? Ouais. Donc, on va mettre les tomates cerises qui poussent le plus et qui sont les plus hautes en fonction du soleil. Donc là, on est nord-sud. Donc, on veut ce qui pousse le plus vite. Donc, tomates cerises ici. Et on a fait en sorte d'avoir en fonction de la vitesse de pousse. Tu vois, c'est-à-dire que là-bas, elles sont moins couchées. Les lianes sont beaucoup plus longues ici que là-bas. Ouais, Mais Selma disait 70 kg la récolte de la planche d'aubergine de 24 mètres. Que tu fais une fois par semaine quasiment. Non, 2 fois par semaine. Ouais.
Tu vois, tomates, on a eu la cladiosporiose, hein, pour parler des trucs qu'on n'a pas réussi, tu vois. Donc c'est la cladiosporiose, c'est ce petit champignon que tu vas voir là. Et donc elle nous a ravagé pas mal de feuilles, donc on a dû tout couper. Donc tu vois, normalement une tomate, ça doit garder, c'est quoi déjà, 10 feuilles? Alors les 12 tomates, feuilles? ouais, c'est entre 12 et 15 feuilles pour les classiques. Bon bah là Et on les avait coupées à 5 feuilles, tu vois. 5-6 feuilles. Donc ouais. bah dis-toi que là on est passé d'une tonne de récolte à 40 kilos. Et Donc avec voilà. les canicules, on a eu beaucoup de coulures de fleurs. Il y a toutes les variétés anciennes qui sont là. Alors les Paola qui sont des variétés hybrides F1, elles stables. Et les variétés anciennes, eh bien, il y a eu beaucoup d'avortements de nouaisons de fleurs à cause de fleurs aux fruits à cause des températures. Juin c'était magnifique, juin-juillet. Et là, on vient de passer des temps durs. On est en retard en désherbage, on est en retard en serre. Bah, de toute façon, comme toutes les fermes, quoi. vrai Mois que c'est d'août, Non mais ce que c'est je veux dur. dire, c'est que pour lui, c'est important de savoir que Ah, en étant très en retard, oui, on arrive quand même à tout est garder un nickel. peu. Voilà, c'est ça. Non, mais si tu vois ce que je veux dire, Tom? Oui. C'est que lui, il pense qu'il faut qu'il, dans le contexte en fait, des fermes qu'il a l'habitude de visiter, nous, on est en retard de 2-3 semaines sur le désherbage, sur le truc, mais on arrive quand même à tenir le cap. Voilà. Mais tu vois, après, quand on est débordé ou qu'il y a une erreur ou qu'il y a un problème, en fait, on passe très vite à autre chose, tu vois, pour éviter d'avoir la double peine, quoi, tu vois. On va boire un coup. Truc qui graine. On passe à autre chose. C'est pour ça que ça a l'air propre, mais attention, hein, Non, mais on est des humains, hein, pareil, on a fait plein de conneries. Vous avez vu le tableau tout à l'heure? Je m'en Les petits souviens. graphiques s'aligner avec les trucs. On se dit, donc là, il y avait, on se donne, on dit entre 15 et 25 planches par semaine, on est capable de les implanter. Ça veut dire que logiquement, tu dois être capable de désherber chaque semaine entre 15 et 25 planches par semaine. Voilà. Et ça, tu dois suivre ça, tu dois faire 3 à 4 jardins doivent être désherbés par semaine. En fait, Et la donc, ça tient. théorie, tu vois, c'est que le désherbage, enfin, tu sais, c'est qu'il faut le prendre très tôt. Et du coup, bah, tu dois le faire. Et donc, si tu te fais déborder par le désherbage, la théorie, c'est arrêter la pépinière, arrêter de semer, arrêter de transplanter et rattraper ton retard. Parce que si tu n'es pas capable d'entretenir des cultures que tu as déjà plantées, bah, si tu commences à semer des trucs, bah, tu vas te faire doublement déborder. Et donc, tu vas foirer des trucs et donc tu auras travaillé pour rien. Après, parfois, bon, Au lieu il de va quand même, hein. désherber les carottes en 10 minutes, tu vas désherber en 2 heures. Faut dire ce qui est, hein. Voilà. Voilà. Si tu laisses tu vois, là, ça nous est arrivé cette semaine. Donc même on a fini ce matin de tutorer. Mais normalement, ta taille de pouce de tomate, elle est comme ça. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, c'est un tour et ça va très vite. Tu vois, tu prends tes tomates, boum, boum, boum. Mais si tu oublies de faire une semaine, ta taille de pouce, elle est comme ça. Donc là, tu es avec ton filet, tu vas galérer, tu vas casser des fleurs et tu vas être plus long. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on arrive régulièrement à faire nos tâches. Et ce que dit très justement Tom, quand on est dépassé, on stoppe, on remet à plat, On et on éteint les reprend. feux. Alors Et un bah, forage. l'irrigation, bah, tu peux le voir d'ici. Donc le principe c'est qu'on a un étang d'irrigation qui commence à avoir un peu d'algues vertes d'ailleurs à cause de la chaleur. Et donc lui il va choper tout. Parce que en fait tu sais, enfin tu le sais mieux que moi je pense, mais l'eau avant elle tombait tout le temps à peu près régulièrement. Maintenant elle tombe que en hiver et elle tombe plus du tout en été. Donc l'idée c'est de capter toute l'eau en hiver. Et donc c'est pour ça qu'on a un étang de rétention. Et ensuite on a un forage qui vient alimenter cet étang-là par la nappe phréatique. Et donc ce qu'on va essayer de faire c'est de creuser le maximum de petites mares de rétention. Comme ça s'infiltre dans les nappes. Enfin, tu connais tout ça mieux que moi j'imagine. Je sais pas, mais je comprends. Ouais. Et donc, enfin toi tu as fait des designs de ferme, moi j'en ai fait qu'un seul, c'est celui-là. Mais donc du coup l'idée c'est ça. Et donc pour l'instant on a de la chance parce on a quand même sur une zone limitée, tu vois, on n'a pas le droit de pomper un certain nombre d'eau. Il est petit votre étang quand même. Bah, il fait 3000 mètres cubes. Mais en vrai ça va, pour l'instant on arrive à rester en dessous des seuils de pompage de la nappe. Oui. Mais bon, jusqu'à quand, je sais pas. Vous Donc avez un compteur avec une norme ou oui. à respecter? Ok. Mais après, pour défendre notre modèle agricole, qui est assez facile, c'est que vous voyez, c'est-à-dire que soit les cultures, elles sont tellement denses que tu as des canopées qui se font naturellement de végétation, soit tu as des bâches tissées, et donc notre irrigation, il est toujours très performant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'évaporation, donc on arrose, c'est normal, on a besoin pour nos légumes, mais on arrose de façon intelligente. Sur un semi-direct de carottes, là où il y a le filet blanc, on va mettre le filet,
justement pour garder l'eau, tu vois, et pour s'assurer que tu as une bonne levée germination, et ça te fait économiser d'eau. Tu as plein de techniques comme ça qui font que on n'est pas comme une grande culture à envoyer Puis même, hein, l'arrosage, au-delà quoi. de ça, il y a un troisième point que tu n'as pas mentionné, c'est que vu que c'est du bio-intensif et qu'on densifie les cultures, bah, on arrose beaucoup moins de surface en fait, pour le même nombre de légumes. Mais bien sûr. Donc voilà, mais voilà, un légume ça a besoin d'eau, hein. On a vu la vidéo là, je sais pas si tu as vu ça toi. De Une tomates sans vidéo eau. d'un maraîcher là, qui a fait, Il y a une genre semaine ou des deux, là. millions de vues ouais, il y a Vraiment 2 semaines. C'est Ouais. France, Paris, Alors, machin. Marc qui nous explique que les légumes poussent sans eau, bah, c'est pas vrai, hein. Nous on a besoin d'eau comme les légumes, Je pas voulais de vous vie sans poser la eau. question, vous en pensez quoi? Parce que bon, tous les. Alors moi, je regarde pas ces genres de vidéos. Bah, Je je suis pense content, que il faudrait que je la voie, mais je pense que regardez. tu dormais parce que c'est le truc qui a plus buzzé Ah de bon? l'année, ouais. Mais moi, je suis C'est très enfin peu en maraîchage. sur les réseaux. C'est une vidéo du C'est sur le Parisien. Parisien, ouais. Ah, sur le Parisien. Ouais. Une vidéo du Parisien. Tu sais, il faut que tu nous Bah, envoies ça. écoute, moi j'aime bien le gars, j'aime bien le maraîcher parce que je le connais, parce que ma sœur elle fait le marché, elle lui achète les légumes. Donc moi j'ai rien contre ce monsieur, je pense que c'est un mec bien et tout. Après le problème c'est qu'il est un peu il fait de la provoque, tu vois, il dit que ça pousse sans eau, c'est pas vrai, c'est faux. Enfin, tu l'apprends en cours de sciences en cinquième En que... fait, il y a une partie de cette terre qui est complètement, il n'y a rien, Oui, complètement c'est à nu. complètement à nu, tu comprends Est-ce pas. qu'il Le a gars un il dit rendement en qu'il mètre a carré, dit... quel est Ouais, le il a un rendement en rendement... mètre carré, ou est-ce Ouais. qu'il s'en fout, il met 10 hectares et puis. Mais bon, de toute façon, il y a plein de gens qui ont réagi, donc je suis pas sûr qu'on ait besoin de réagir à ça, mais voilà, enfin, il faut arrêter d'expliquer aux gens que... Justement, elle me disait, comme vous êtes dans le coin. Non, mais le problème, c'est d'expliquer au grand public que c'est pas grave qu'il y ait la canicule, de toute façon, ça peut pousser sans eau, tu vois, c'est ça le problème, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de problème, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc voilà, c'est juste ça. L'eau, c'est quand même le conducteur de minéraux et de légalement, les nutriments. C'est-à-dire que la plante, en fait, elle absorbe ses nutriments par la flotte, hein. Donc sans eau, je sais pas.